Bonjour à tous, bienvenue sur le site Zengamangou. Notre invité aujourd'hui, Monsieur Maître Brice Nzamba, vous êtes donc avocat au barreau de Paris. Vous êtes coordonnateur du Cercle de la Rupture. Alors, Monsieur Nzamba, on vient vous rencontrer aujourd'hui tout simplement parce que vous faites l'actualité depuis le début de la semaine dernière. Vous avez porté plainte contre un certain nombre de Congolais et la Banque nationale de Paris, BNP. Alors, la première question est simple, pourquoi cette plainte? Déjà, bonjour à vous et bonjour à nos compatriotes qui nous regardent. Alors, la plainte contre BNP Paribas, contre Denis Gokana et Denis Christelle Sassou Nguesso consiste, en fait, pour nous, c'est un devoir patriote. C'est un devoir patriote parce qu'une fois qu'on a pris possession de certains éléments et de certaines informations sur la gravité, sur la nature des détournements de fonds et des blanchiments de ces revenus, nous pensons que n'importe quel patriote qui souhaite accomplir son devoir aurait fait ce que nous avons fait. Et ça s'inscrit dans le combat du Cercle de la Rupture qui est un combat contre l'enrichissement illicite, parce que l'enrichissement illicite est un des critères de manifestation de la culture politique en vogue que nous souhaitons rompre avec. Ok. Alors pourquoi avoir ciblé ces deux personnages-là? Parce que vous êtes sans ignorer qu'au Congo aujourd'hui, la gabegie, le détournement des deniers publics concerne pratiquement, enfin sans en abuser, la moitié des personnes qui sont aux affaires. Mais pourquoi avoir choisi M. Denis Christelle Nguesso et M. Ngokana, pour ne citer que la partie congolaise? Pourquoi avoir ciblé ces deux personnalités-là? Oui, en fait, nous nous en tenons aux faits, parce que nous savons qu'au Congo, l'enrichissement illicite est même une mode. Nous savons qu'aujourd'hui, les gens s'engagent en politique plus pour s'enrichir que pour servir le peuple congolais. Et donc nous, par principe, déjà, nous nous battons contre tout ce qui est enrichissement illicite. Maintenant, il convient d'avoir des éléments. Il faut avoir des éléments pour attaquer des personnes, parce que nous sommes en France, et vous savez qu'en France, on n'attaque pas des gens pour le plaisir d'attaquer. Donc si nous avons ciblé ces deux personnes, c'est simplement parce que concernant ces deux personnes, nous avons eu des éléments de nature à démontrer qu'il y a des indices graves et concordants qui pourraient faire penser qu'ils ont participé à des blanchiments d'argent. Donc c'est par rapport à cela, par rapport aux faits, aux éléments de faits dont nous disposons, que nous avons donc instruit cette plainte contre ces personnes. Okay. Et la BNP dans tout ça? Alors, la BNP, pourquoi? Parce que pour nous, tout passe un peu par la BNP. Parce que la BNP Paribas, c'est celle qui a accordé déjà des contrats de préfinancement extraordinaires à des sociétés écrans qui sont sous-capitalisées. Déjà, bon, imaginez une société qui a à peine 10 000 euros de capital et qui va recevoir un préfinancement de millions ou voire des milliers et des milliers d'euros. Donc vous comprenez déjà que là, par principe, il y a déjà un problème qui se pose sur le plan juridique, parce qu'on ne peut pas prêter à une société des sommes dont cette société n'est pas déjà en mesure de rembourser par elle-même. Donc déjà, à partir de ces préfinancements-là, ces sociétés sous-capitalisées, donc je vais parler de l'AOGC, en fait c'est l'African Oil Gas Corporation, qui était à l'époque dirigée par Denis Gokana, et ensuite en adjoint il y avait Denis Christelle Sassou Nguesso, et il y a aussi Sphinx Bermuda ou Sphinx UK ou United Kingdom, et ce sont des sociétés écrans que en fait la BNP Paribas a accordé des préfinancements qui servaient en fait à racheter le pétrole congolais à de vils prix. Donc le prix qui était un prix inférieur au prix du marché, donc 9,5% moins au prix du marché, permettant donc à ces sociétés de revendre le pétrole congolais au prix du marché, et l'argent qui était en fait retiré de ces ventes n'était pas envoyé dans le trésor public congolais, mais était viré dans des comptes bancaires offshore, lesquels comptes bancaires nourrissaient ou entretenaient les cartes bancaires ou les comptes bancaires de Denis Gokana et de Christelle Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs ces derniers a acheté même un immeuble en France de 10 pièces qui coûte 1 600 000 euros, alors que les Congolais sont dans la misère, scropissent dans la saleté. Et voilà, donc nous en tenons, en fait, nous attaquons aussi la BNP, parce que, vous savez, en matière de blanchiment, il y a ce qu'on appelle la conversion des produits issus d'un crime ou d'un délit.
Et en la matière, donc en l'espèce, le crime ou le délit, en fait, le délit, c'est le détournement des fonds publics. Et donc, l'argent issu de ces détournements est en fait utilisé ou converti en passant par des canaux ou des montages financiers juridiques que nous estimons que la BNP assure ces montages juridiques et financiers pour couvrir la conversion de ces revenus qui sont issus de cette infraction qui est le détournement des deniers publics. Okay, donc aujourd'hui, la plainte est posée en France. Oui. Quelles sont les chances, vous en plus, vous avez l'avantage d'être avocat, quelles sont les chances que cette plainte puisse aboutir? Ok, bon, ça c'est une très bonne question parce que c'est le nerf même du sujet. Je pense que, alors nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que à l'état actuel du droit en France, il est difficile, à l'état actuel de la jurisprudence, pour que des citoyens étrangers puissent avoir leur plainte reçue au niveau de la juridiction concernant des infractions qui ont été commises, bon, pour partie en France, c'est vrai, mais c'est surtout au niveau du préjudice, c'est-à-dire qu'il faut arriver à établir le préjudice direct et certain qui découlerait de l'infraction que nous mettons en exergue, c'est-à-dire le blanchiment d'argent en bande organisée. Alors, sur ce point, il y a une difficulté. Nous sommes conscients de cette difficulté parce que on ne peut pas avancer, déjà, que ce soit en droit ou dans n'importe quel terrain, sans avoir conscience des difficultés auxquelles on fera face. Donc là-dessus, on est conscient de cette difficulté, mais ça ne nous a pas empêché de réfléchir plus pour voir s'il n'y aurait pas d'autres possibilités de contourner cette difficulté. Alors, je vais vous expliquer rapidement, parce qu'au niveau de la juridiction d'instruction, il suffit de démontrer que les circonstances sur lesquelles la plainte se fonde peuvent laisser admettre qu'il peut y avoir un préjudice possible. Là, on est bien au niveau de la possibilité d'un préjudice. Donc, il n'est pas nécessaire que le préjudice soit établi, mais que le préjudice soit simplement possible. À ce niveau, la plainte peut être reçue au niveau du juge d'instruction. Maintenant, au niveau de la juridiction de jugement, c'est là où se pose la question d'un préjudice non plus seulement possible, mais il faut que le préjudice soit établi, soit direct et certain. Et c'est là où, d'ailleurs même avec la plainte des Sherpas et autres, ils ont eu cette difficulté parce qu'au niveau de la juridiction du jugement, c'est là où la jurisprudence n'a pas encore avancé. Alors nous avons une piste. Nous avons une piste parce que, voyez-vous, au cercle La Rupture, on réfléchit avant d'agir pour essayer, dans la mesure du possible, de mettre beaucoup de choses de notre côté, beaucoup de chances de notre côté. Et donc, nous savons que depuis le mois de mars, il y a une réforme constitutionnelle en France qui a institué ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un mécanisme juridique qui permet donc à un citoyen de contester ou de poser la question au Conseil constitutionnel contre une loi ou un principe qui lui est appliqué à l'occasion d'une audience ou d'un jugement, de poser une question devant le Conseil constitutionnel pour savoir si le principe qui lui est appliqué ou si la loi qui lui est appliquée est conforme à la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel peut dire que cette loi est conforme ou ce principe est conforme. Dans ces cas, l'audience continue. Le Conseil constitutionnel peut dire que cette loi ou ce principe n'est pas conforme à la Constitution. Dans ces conditions, l'audience ou le procès va continuer, mais dans d'autres conditions. Alors, pourquoi nous, on s'en tient à ce nouveau principe qui a été institué il n'y a pas longtemps? Parce que nous estimons que la circonstance, en fait, le fait de dire aux citoyens des pays africains qu'ils ne sont pas récevables à évoquer des préjudices qui résulteraient des infractions commises par leurs dirigeants, alors même que ces infractions sont commises pour partie même en France, pour nous, nous estimons que ça porte atteinte au principe qui est un droit fondamental du recours effectif au juge. Parce que le recours effectif au juge permet à un citoyen de faire entendre sa cause dans le fond. C'est-à-dire qu'il ne doit pas simplement saisir le juge, là c'est le droit au juge. Bon, excusez-moi parce que là on est un peu... c'est vraiment technique. Oui. Et en fait le droit au juge, c'est le fait de saisir le juge. Mais ici il s'agit d'un recours effectif. Or le fait d'empêcher ou de dire à des citoyens ou à des personnes qui veulent saisir une juridiction pour statuer dans le fond d'une affaire qui ne sont pas récevables,
Nous estimons que ça pourrait porter atteinte à ces droits fondamentaux qui est le droit à un recours effectif au juge. Donc nous, je ne veux pas peut-être étaler ici la stratégie du cercle sur la plainte, mais en tout cas, comme piste que je peux donner à nos compatriotes, c'est que nous allons essayer d'explorer à fond la question prioritaire de constitutionnalité pour pouvoir poser au juge constitutionnel si le principe qui nous est appliqué ou qui est appliqué au procès d'avant, disons qu'on ne peut pas être recevable, est-ce que ce principe-là est conforme à la Constitution française dès lors que le préambule de la Constitution française garantit les droits fondamentaux et le recours effectif au juge est un droit fondamental. Sur quoi, une piste que je peux donner à nos compatriotes pour dire qu'il y aura quand même de l'action. Voilà. Okay. Alors, donc vous savez, en matière de plaintes déposées contre les chefs d'État, contre les affaires politico-financières ou liées aux pays africains, il y en a eu des tonnes depuis quelques années. Vous craignez pas qu'on vous taxe de chercher à vous faire de la publicité en allant sur ce terrain-là? Oui, ça c'est une bonne question. On a déjà vu des commentaires même sur Internet où quelqu'un nous a dit qu'on faisait de la politique spectacle. Ouais. Mais nous, c'est qu'on répond à cette question, c'est simplement que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre devoir. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au Congo-Brazzaville, quand on a des informations qui viennent du pays, et quand on sait la situation dans laquelle vivent nos populations, dans le dénuement le plus total, et quand on a des informations sur des milliards et des milliards de dollars qui sont détournés et qui servent des intérêts de 4, 5, 7 personnes, je pense qu'on ne se pose plus la question de savoir est-ce que je fais la pub ou est-ce que je fais du spectacle, on agit. Alors, pour continuer toujours dans cette lancée, je dirais que vous remarquerez que nous n'avons pas saisi RFI. Hein. Vous n'avez pas entendu que non, le cercle a fait une déclaration sur RFI ou sur Africa numéro 1 ou sur je ne sais pas où. Est-ce que vous avez eu accès? Vous avez accès à oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons un service presse et nous avons la possibilité de saisir des agences de presse, mais on ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait?